jusqu'à 10 heures. Oui. Oui, je m'excuse si je dois lire, puisque ma connaissance du français n'est pas parfaite, mais c'est-à-dire je dois essayer de traduire un peu des slides qui sont un peu complexes, puisque j'ai dû tout écrire en français. Donc finalement, on a déjà dit un peu disons le message clé. Il ne faut pas penser aux perturbateurs endocriniens comme à des toxiques qui peuvent nuire uniquement au système endocrinien. Ils sont des molécules mimétiques qui peuvent interférer à tous les niveaux avec les informations contenues dans nos biomolécules, c'est-à-dire ADN, ARN et protéines. Donc ils peuvent changer la façon où notre projet, dans le projet qui est, disons, le fetal programming, la programmation fœtale, est établie dans les premiers mois de notre vie. Donc, je crois vraiment que la révolution épidémiologique du XXe siècle, dont on a parlé au début, c'est-à-dire l'augmentation des maladies chroniques et l'augmentation des tumeurs, peut être lue dans ce cas comme le produit d'un changement de projet dans le fœtus. Alors finalement, depuis 30 ans au moins, nous avons l'épreuve moléculaire de tout ça, et pourtant nous risquons de sous-estimer les risques d'une exposition universelle et croissante à ces molécules signaux, pour nous, pour les générations futures, pour l'ensemble de la biosphère. Depuis 50 ans, on a déjà parlé d'un cycle de stéroïdes. Quelqu'un avait déjà décrit tout ça. Il avait compris qu'on était en train d'établir, à côté des cycles naturels, du cycle de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore, un cycle artificiel d'estrogène et d'autres molécules qui sont capables d'interférer avec les récepteurs des estrogènes et avec toutes les biomolécules, même d'interférer dans les systèmes de signalisation symbiotique dans l'environnement, par exemple dans la fixation de l'azote. L'hypothèse sur les effets des perturbateurs endocriniens sur les écosystèmes a émergé déjà dans la conférence de Wingspread, plus qu'il y a 20 ans. Et pour la comprendre, il faut dire que nous ne devrions jamais oublier que nous sommes le produit d'un double processus, c'est-à-dire d'un 4 milliards d'années de coévolution moléculaire, en particulier notre ADN est le produit de ce long parcours, et de 9 mois de développement individuel. Notre épigénome est le produit de 9 mois de programmation cellulaire et tissulaire adaptative. Donc le risque majeur qu'il faut envisager est que les perturbateurs endocriniens et d'autres xénobiotiques, n'étant pas le produit de cette coévolution moléculaire, peuvent interférer à ce niveau en agissant comme des pseudomorphogènes, surtout justement dans le moment où nos cellules sont plus plastiques, où l'épigénome de nos cellules est en train de se former, c'est-à-dire dans le 9 mois de l'ontogénèse. C'est justement dans ce moment-là que les 200 types de cellules qui restent génétiquement identiques pour toute la vie vont changer leur épigénome pour se programmer, et tous les tissus sont en train de se programmer. Donc, chaque interférence dans ces 9 mois peut avoir disons, des résultats majeurs. C'est donc au cours de ce processus que l'exposition à des très faibles doses de perturbateurs endocriniens, comme on a vu, peut provoquer des changements dramatiques et permanents dans la programmation des tissus et des organes, ce qu'on appelle le fetal programming. En plus, Polly Matzinger, qui était une immunologiste, déjà il y a 15 ans, avait compris que les molécules qui ne sont pas le produit d'une coévolution peuvent donner des signaux de danger, peuvent conditionner l'évolution de notre système immunitaire. Donc ces signaux de danger peuvent produire des protéines de stress, ce qui va donner une sorte d'inflammation chronique. En plus, certains perturbateurs endocriniens, tels que les dioxines, peuvent intervenir directement sur la réponse immunitaire en affectant la régulation des sous-populations lymphocytaires
surtout les Treg, c'est-à-dire les lymphocytes de régulation de tout le système. Pour citer le biologiste moléculaire Stroman, l'ère de Watson et Crick, qui a commencé comme une théorie du gène, a évolué à tort vers une théorie et un paradigme de vie, c'est-à-dire vers une forme moléculaire de déterminisme, c'est-à-dire qu'on pense d'habitude que l'ADN peut donner des informations qui ne peuvent pas revenir en arrière sur l'ADN. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, nous savons que le génome est un réseau moléculaire unique, complexe, dynamique, et qui a un véritable flux ininterrompu d'informations au sein du génome et entre l'environnement et le génome. Surtout, les virus, les hormones et donc les xénobiotiques et les perturbateurs endocriniens peuvent induire des transformations sur l'ADN. Et ça arrive chaque instant de notre vie, mais surtout dans les premiers mois de notre vie. Il faut donc représenter l'environnement comme un flux continu d'informations, surtout d'informations complexes comme les xénobiotiques, qui peuvent induire des transformations à tous les niveaux dans nos cellules, c'est-à-dire sur les récepteurs, sur les protéines de transduction, sur le génome et surtout sur la partie la plus dynamique, c'est-à-dire que toutes les informations qui viennent de l'extérieur peuvent changer le software de l'ADN, c'est-à-dire justement les molécules qui entourent l'ADN comme un nuage et qui changent continuellement sa façon de s'exprimer. Ça, c'est vraiment le point peut-être le plus important à envisager dans le futur, surtout puisque, comme on a déjà dit, ce sont des dosages minimes qui peuvent interférer et donner une instabilité épigénétique progressive. En plus, on a déjà dit que les règles traditionnelles de la toxicologie ne s'appliquent donc pas aux perturbateurs endocriniens, puisque des très faibles doses, des doses minimales, jour par jour, peuvent changer l'épigénome. Donc, l'épidémiologiste et les toxicologues, on dit, ne peuvent pas évaluer la menace qui est posée par cette pollution globale. D'habitude, l'épidémiologiste ne peuvent que, disons, comparer des populations qui sont de plus ou de moins exposées à une source de pollution, mais ils ne peuvent pas envisager une situation où il y a une pollution systématique, globale, et surtout, cette pollution intéresse le fœtus et les générations qui viennent après. Le même problème, c'est pour les toxicologues, qui ne peuvent pas évaluer le produit, les résultats d'une exposition qui vient dans les premières phases de la vie et la synergie dont on a déjà parlé et tout ça. Donc, notre façon d'évaluer les risques, c'est absolument minimal, c'est pas efficace, surtout puisqu'on a des endocrine disruptors un peu partout, comme on voit. Des endocrine disruptors, par exemple les dioxines et tout ça, sortent de chaque usine et de chaque incinérateur. Elles sont même dans les produits qu'on emploie tout le temps. En plus, toutes ces substances peuvent être amplifiées dans les chaînes alimentaires. Elles passent dans les tissus, surtout dans les tissus des femmes. Elles peuvent rester, par exemple le plomb, qui est aussi un perturbateur endocrinien, peut rester 160 ans dans les tissus, c'est-à-dire dans 4 générations, qui peuvent se libérer très lentement, passer dans le lait maternel, passer dans l'utérus et passer donc dans le fœtus et dans le nourrisson. Donc ça, c'est la véritable voie d'exposition. Le fœtus est très vulnérable, tout ça, comme on a déjà vu. Donc on peut commencer à penser que même l'épidémie d'obésité et de diabésité, c'est-à-dire de diabésité, si on peut dire ça, peuvent être la conséquence de cette exposition globale. On a déjà vu que ces deux épidémies dans tout le monde sont peut-être la conséquence d'une sorte augmentation de produits chemicals, de produits chimiques qui sont un peu partout, et on peut voir par exemple dans 15 années, qu'est-ce qui s'est produit aux États-Unis, une augmentation très rapide de la prévalence d'obésité, vous voyez,
en 15 ans, c'est une sorte d'épidémie. On ne peut pas parler seulement de télévision et de style de vie et des pommes de frites. Bon, ça, c'est quelque chose de pire. Et on peut voir que dans les pays sous-développés, comme on dit, dans le troisième monde, la situation est encore pire. Et le diabète est en train de suivre le même trend d'augmentation, la même tendance. L'obésité donc peut être une des maladies qui ont une origine développementale. Maintenant on parle de developmental origins of health and disease, c'est-à-dire que toutes les maladies chroniques peut-être sont dues à des marques épigénétiques dans les tissus dans les premiers mois de la vie. Et on peut penser, on peut déjà démontrer, point de vue expérimental, que l'exposition, par exemple, de petits rats dans les premiers mois donne exactement ce genre de maladie. Mais malheureusement, on a déjà vu ça il y a 30 ans, quand on a exposé des femmes au DS, qui est du stilbestrol, qui est un perturbateur endocrinien, qui provoqua des cancers génitaux chez leurs filles 20 ans plus tard. Aujourd'hui, nous savons que l'exposition au DS induit des changements dans l'expression de plusieurs gènes utérins impliqués dans la structuration des tissus. Ce fut à partir de ce drame que Renzo Tomatis, qui a été l'ancien directeur du CIRC, le fondateur de notre société scientifique, réalisait premier au monde qu'une partie de cancers infantiles, en particulier ceux de la première année, aujourd'hui en augmentation dramatique dans tout le monde, pourrait être due à l'exposition embryofétale, donc transplacentaire, ou même des gamètes, donc transgénérationnelles, à ces substances. Le cancer est devenu, peut-être pas tout le monde sait, que le cancer est devenu le facteur principal de décès par maladie dans l'enfance, et l'on assiste à une augmentation importante et constante des tumeurs pour ce groupe d'âge dans le monde entier, comme on peut aisément comprendre à partir de ce projet récent conduit par les épidémiologistes du CIRC, qui, pour un total de plus de 130 000 tumeurs en Europe, et vous voyez l'augmentation surtout dans la première année, qui montre que l'exposition était très précoce dans l'utérus, ou peut-être même une exposition des gamètes. Donc, point de vue expérimental, tout ça, on peut le voir. Si on expose, par exemple, une mère en gestation, vous voyez que les conséquences, on peut les voir dans la 4e et dans la 5e génération, c'est-à-dire chez les fœtus qui ne sont pas directement exposés par les toxiques. C'est-à-dire que, par exemple, le bisphénol A peut donner peut-être même des cancers dans les générations successives. Donc c'est très difficile à évaluer tout ça. Et finalement, la seule possibilité qu'on a, donc, c'est la prévention primaire, comme Renzo Tomatis avait dit vraiment il y a 30 ans. Je crois qu'il n'y a aucune possibilité de changer la situation si on évite d'exposer des millions d'enfants et surtout d'embryos, de fœtus, chaque jour à des doses minimales de substances qui peuvent changer leur programme fœtal. Disait Einstein qu'un homme intelligent peut résoudre des problèmes, mais un homme sage doit les éviter. C'est joli ça.